Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvézier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Nous avons été reçus il y a quelques semaines par Michel Guéguin, le père Guéguin, curé de la paroisse catholique Saint-Honoré-des-Laux à Paris, dans le 16e arrondissement. Depuis le début de ce podcast, nous vous annoncions cet épisode. Il nous paraissait original et intéressant d'interviewer un curé dans un podcast sur les métiers. C'est chose faite et nous ne le regrettons pas. Le père Guéguin nous a raconté son parcours de formateur de futurs prêtres. Sa responsabilité était alors d'enseigner, mais également de discerner si ces hommes avaient les compétences et la liberté pour devenir prêtres et curés. Un travail de recrutement en quelque sorte. Nommé curé il y a 6 ans, il partage avec nous ses responsabilités d'enseignement, de gouvernement et de sanctification de sa grande paroisse. Il explique la construction des projets initiés et nous révèle comment il les mène en collaboration avec les laïcs. Il insiste sur les compétences de pédagogie et sur l'importance du récit. Il aborde la notion de succès qu'il traduit par la joie et la sensation d'un travail accompli et utile. Nous sommes encore jeunes dans ce métier de podcast et pour tout vous dire, ce jour-là, nous avions mal réglé les micros pendant l'enregistrement. Nous le regrettons car le son est plus métallique et plus saturé que nous ne l'aurions souhaité. Nous vous demandons donc un peu d'indulgence et vous encourageons à écouter cet échange jusqu'au bout et ce malgré la qualité de l'audio. Vous pourriez être surpris d'entendre parler de coworking, de hackathon, de crowdfunding et de storytelling. Bonne écoute. Mon père, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on a pris l'initiative de ce podcast, on a pris la résolution d'interroger des personnes authentiques qui exercent des métiers très variés. Et nous nous sommes demandé si curé était un métier. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter votre parcours avant votre mission actuelle de curé ? Pour l'essentiel, mon parcours a été consacré à la formation des prêtres puisque j'ai été enseignant, professeur dans une faculté catholique. J'enseignais la Bible. Mon domaine d'expertise, on va dire, c'est la Bible. J'ai été dans la formation des prêtres aussi d'un point de vue plus général, c'est-à-dire je formais des jeunes hommes à devenir prêtres et finalement j'ai été supérieur de l'ensemble ou responsable de l'ensemble de la formation, ce qu'on appelle un supérieur de séminaire, avant de devenir curé il y a 6 ans. D'accord, on reviendra sur la notion, sur votre responsabilité de responsable du séminaire juste après. Et du coup, curé, c'est un métier. Curé est un métier, mais voilà, c'est toujours difficile de dire que c'est un métier dans la mesure où si on cherche à entrer dans des catégories précises, répertoriées, on ne trouvera pas sa place. Cela dit, je me suis intéressé au terme de métier, je me suis dit d'où ça venait. En fait, je me suis rendu compte que ça dérive du latin qui est ministerium et qui signifie service, voilà. Et ce qui est proprement le travail d'un curé, hein. On parle d'un ministre du culte, par exemple. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actes que je fais et qui correspondent donc effectivement à ce qu'on pourrait appeler un métier au sens étymologique du terme. Alors revenons sur vos fonctions anciennes de formateur et de supérieur de séminaire dont vous parliez à l'instant. Pourriez-vous nous raconter en quoi ça consistait ? Un supérieur du séminaire, il accueille des jeunes gens qui souhaitent devenir prêtres, sachant que avant de les accueillir, ils ont déjà pas mal cheminé et qu'on accueille au séminaire quand même des gens dont on pense que humainement ils sont à peu près équilibrés et que leur désir de devenir prêtre est assez juste. Voilà.
Alors comme supérieur du séminaire, moi je vais leur proposer un parcours de formation, donc dans différents domaines, voilà, qui va me permettre, non seulement qui va leur donner des compétences, développer des aptitudes, mais qui va me permettre moi aussi de poser un jugement sur leur capacité à effectivement être prêtre. Ensuite, c'est pas moi qui fais d'eux des prêtres, je les présente à un évêque, l'évêque est donc responsable de l'ensemble des prêtres sur un diocèse. Mais je lui dis mon sentiment, mon jugement. Voilà. Je pense que celui-ci a les aptitudes pour être ordonné prêtre. Je lui laisse la décision, voilà, la liberté de choisir de l'appeler ou de ne pas l'appeler. On entre au séminaire à quel âge? C'est difficile à dire. Moi, je suis rentré, pour vous donner un exemple précis, à 27 ans. La moyenne d'âge aujourd'hui est plutôt effectivement au-delà de 25 ans. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des études et pour certains déjà travaillé. D'accord. Et on y reste, ça dure combien de temps? C'est assez long le temps de formation, puisque aujourd'hui c'est 7 ans minimum. Vous avez 6 ans traditionnellement depuis déjà plusieurs siècles qui sont fixés. Et puis, depuis quelques années, environ une trentaine d'années, a été rajoutée à ces 6 ans une année supplémentaire, qui est en quelque sorte une année test, ou pas une année test, ce qu'on va appeler une année spirituelle. Elle est là cette année pour vous donner les moyens de poser un choix effectif. Vous voyez, on vous sort un petit peu de vos conditions d'existence dans un environnement qui déjà reflète le séminaire et qui vous permet donc de le choisir, ou de choisir si vous voulez d'être prêtre, mais en faisant déjà l'expérience des conditions de la formation. D'accord. Vous parliez des aptitudes tout à l'heure pour devenir prêtre. Qu'est-ce que vous cherchez à détecter en fait? Des choses très simples. Des choses très simples. Dans un premier temps, je dirais que la formation des prêtres, c'est essayer vérifier un équilibre général de la personne. Autrement dit, qu'il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de difficulté particulière. Par exemple, typiquement, on va chercher d'un point de vue humain comment se comporte la personne. Quel est le premier critère que l'on cherche à vérifier, même s'il est difficile à repérer, c'est la question de la liberté. C'est-à-dire, est-ce qu'il est contraint dans son choix? Est-ce qu'il est libre, c'est-à-dire au sens, il est capable de remettre aussi son propre choix à une autorité qui n'est pas la sienne. Voilà. Donc, comment se comporte-t-il par rapport à des décisions, par exemple, qu'il n'aurait pas prises et qu'il a assumées, typiquement. Et puis ensuite, il y a tout un certain nombre de capacités humaines, donc la capacité de relation, la capacité de vivre avec d'autres, la capacité de rencontrer des gens qui sont différents, la capacité aussi quand des conflits se présentent de trouver voilà, favorise-t-il les conflits, au contraire, tâche-t-il de les résoudre. Ça, ce sont des éléments d'ordre humain. Maintenant, il y a d'autres éléments, qui sont toujours humains, par exemple sa capacité à apprendre, à étudier, à poser un jugement sur à la fois des choses qui relèvent de l'Église, par exemple ce qu'on appelle la théologie, et puis sur les affaires du monde, de manière générale, sur les questions qu'on pourrait lui poser, et qui ne relèvent pas uniquement du domaine spirituel. D'accord. Et le séminaire, c'est comme une fac, il y a des examens? Alors voilà, exactement, vous avez tout à fait raison. C'est un peu plus qu'une fac. Séminaire, vous voyez, ça vient de semence. Autrement dit, c'est un milieu. Voilà, un milieu de vie. Où la part intellectuelle est importante. Voilà, effectivement, un prêtre qui n'aurait pas des capacités à rendre compte de sa propre foi, ou plutôt un homme qui n'aurait pas la capacité de rendre compte de sa propre foi, aurait quand même quelques difficultés à être prêtre, même si il peut y avoir un équilibre, vous voyez, en raison d'autres capacités, qui fait qu'en définitive, on pourra l'ordonner prêtre, mais le situer dans un environnement où il pourra donner le meilleur de lui-même. Voilà. Mais la part intellectuelle, et en tout cas à Paris, est importante. Voilà. Il y a une faculté. Il y a même une faculté dans un ensemble qui est plus large, qui s'appelle le Collège des Bernardins. Et ce collège de Bernardins est très ouvert. Il a été supporté, vous voyez, dans sa conception, dans sa construction par l'État, par la ville de Paris, dans un but, vous voyez, d'être une interface entre l'Église et le monde contemporain. Autrement dit, il y a un certain nombre d'institutions qui travaillent avec le collège des Bernardins. Et c'est important qu'une faculté de théologie, vous voyez, soit dans le collège des Bernardins pour précisément vérifier et doter ou développer les capacités des séminaristes à entrer en contact et en discussion avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et dans ces fonctions de formateur et de supérieur du séminaire, sur quelles compétences personnelles, les vôtres, vous appuyez pour mener à bien vos missions?
Quelles compétences? Je crois que la première chose, moi, qui m'a paru importante, c'est la capacité de décider. C'est-à-dire ce qui suppose, vous voyez, une capacité de discerner. Le discernement, c'est déjà identifier la personne autant qu'il est possible, hein. Pas simplement de l'extérieur, mais des qualités, des traits particuliers de cette personne. Voilà, et décider, c'est-à-dire émettre un jugement que j'essaye d'être le plus objectif possible, sachant qu'en dernier recours, la décision de l'ordonné prêtre ne dépend pas de moi, mais de l'évêque. Mais je présente à l'évêque, je suis en quelque sorte son collaborateur direct pour tout ce qui est formation des prêtres, et a priori, s'il m'a mis à cette fonction, c'est parce que il a pas l'intention de s'opposer à un séminariste que je lui présenterai pour qu'il soit ordonné prêtre. Donc voilà, c'est un élément, la capacité de décider, donc ce qui suppose donc celle de discerner. Et donc discerner, vous savez, une des qualités que l'on recherche chez un prêtre, c'est la capacité d'écoute ou d'observation. Voilà, mais plutôt d'écoute. Observer est large, mais écouter, c'est vraiment essayer d'entendre. Voyez, les besoins, les intentions, voilà, être attentif à une personne. Entendre ce qui n'est pas dit, peut-être, c'est ça? Sans jugement, sans doute, sans soupçon. Voilà, sans soupçon. Hein. C'est voilà, écouter une personne de l'intérieur, on va dire ça. Donc pour revenir au séminaire, je viens de réaliser qu'on peut faire 7 ans d'études et ne pas devenir prêtre, en fait, c'est ça? Non, et c'est pour ça que je pense qu'un des éléments du choix de l'évêque pour me mettre à cette place, c'est la capacité de décision. Je me souviens très bien de la rencontre que j'ai eue avec, à l'époque, Monseigneur 23, quand il était archevêque de Paris. Il m'avait dit un des axes ou une des demandes que je te fais, c'est que si jamais tu as le sentiment qui ne correspond pas au sacerdoce, eh bien la décision soit prise très rapidement. Donc on n'attend jamais, rarement. Je n'ai pas de souvenir dans cette tâche. J'ai été quand même 6 ans supérieur. J'ai été pendant 16 ans dans la formation. Je n'ai pas de souvenir dans cette tâche qu'on ait attendu le dernier moment pour dire à quelqu'un qui n'était pas fait pour le job. Mais ça arrive dans le cursus. Ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver parce que quelque chose apparaît qu'on n'avait pas vu. Un séminaire, ça paraît un milieu relativement fermé, même s'il y a une faculté, et que dans cette faculté, vous avez des tas de gens qui viennent étudier, pas simplement des séminaristes. Mais en réalité, c'est pas si fermé que ça. Par exemple, il y a une enquête que l'on fait, que l'on va distribuer, on va interroger bien évidemment tous les membres du séminaire, mais on va interroger beaucoup plus largement que le séminaire. Par exemple, un certain nombre de personnes que nous aurons repérées, que nous connaissons comme étant en contact avec le séminariste en question, et on va essayer d'élargir le plus notre panel, de telle sorte que il puisse y avoir des femmes, des hommes. Il faut quand même une certaine maturité, donc on va pas demander des enfants de juger, mais voilà, des femmes, des hommes, des femmes mariées, des femmes célibataires, des hommes mariés, des hommes célibataires, des religieux, des prêtres, mais vous voyez, de manière très large. Voilà. On prend pas le séminariste en traître, hein, où on fait pas ça derrière son dos. La plupart du temps, on commence d'abord par lui demander à quelle personne souhaites-tu que nous interrogions. Voilà. Et ces personnes, comme je vous le disais, peuvent mettre en évidence quelque chose qu'on n'avait pas vu. Un milieu du séminaire, c'est surtout un milieu masculin. Il n'y a pas que des hommes dans un séminaire, mais c'est pour l'essentiel des hommes. Et on voit pas tout. Et un jugement qu'une femme peut porter parce qu'elle était en contact avec ce séminariste dans le cadre, par exemple, d'une paroisse, nous éclaire pas mal. Et c'est arrivé effectivement qu'au dernier moment, en tout cas très proche du dernier moment, je vous disais qu'on décidait le plus tôt possible, mais le cas le plus tardif que j'ai connu, c'est effectivement en raison d'un certain nombre de retours d'enquête rendus par des femmes qui nous ont un petit peu alertés sur une particularité qui n'était pas négative, mais enfin voilà, qui ne correspondait pas au fait d'être prêtre, et qui fait que j'ai interrogé le séminariste en question, et que finalement de lui-même il s'est dit mais vous avez raison, c'est un point que moi-même dont je n'avais pas pris conscience.
Si on revient sur les 2-3 compétences que vous avez citées pour être formateur et mener à bien vos missions, vous avez parlé d'écoute, vous avez parlé de capacité à décider. Vous diriez que ces compétences étaient innées chez vous ou est-ce que vous avez appris à les développer et si oui, comment? Il y a toujours une part d'inné, ou en tout cas il y a un donné. Il y a un donné que l'on développe. Tout le monde écoute, mais maintenant il y a une écoute qui peut être superficielle. Et de fait, il y a un apprentissage de cette écoute qui sans doute a développé en moi cette capacité. La décision, là, ça dépend un petit. Mais je dirais la même chose à propos de la décision, même si ça dépend aussi des caractères. Il y a des gens qui sont plus meneurs, il y a des gens qui sont plus décideurs que d'autres. Il y a des gens qui ont une intelligence si fine qu'à la limite, la capacité de décision est comme suspendue. Parce que il y a tellement de données qu'on est capable de prendre en compte que finalement on est un peu perdu dans la décision qu'il faut prendre. Quand vous décidez, il y a toujours toute une série de choses que vous laissez de côté. Voilà. Donc on peut faire des colonnes pour, contre, si vous voulez. Ultimement, une décision, c'est un acte personnel. Voilà. Donc ça ne relève pas simplement d'une addition. J'aime bien la différence que vous faites entre l'inné et le donné. Je pense qu'on va reprendre ça. Oui. Vous avez ensuite été nommé curé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe cette nomination? Et est-ce que c'est une promotion? Alors, comment se passe cette nomination? Écoutez, l'évêque vient vous dire à un moment donné, j'ai pensé à toi pour telle responsabilité. Alors, je vais peut-être commencer par le négatif. J'ai été pendant 16 ans dans la formation des prêtres et je dois avouer qu'au bout d'un certain temps, on finit par avoir envie de changer. On est prêtre en particulier pour rencontrer beaucoup de gens. Dans le cadre d'un séminaire, c'est des hommes qui sont compris dans une tranche d'âge donnée. Voilà, on réduit quand même notre perspective, même si l'enseignement permet de toucher plus de gens, et puis la diversité des tâches qu'on peut avoir comme prêtre, on n'a jamais une seule tâche, fait qu'on rencontre pas mal de gens. Donc curé, si vous voulez, c'est un peu une aspiration à laquelle que vous avez chez pas mal de prêtres. Encore faut-il avoir la capacité la responsabilité qui va de pair avec cette tâche. Voilà, comment ça s'est passé? Quand vous êtes supérieur du séminaire, a priori, vous avez la capacité d'être curé. C'est un peu un cœur, la formation des prêtres, dans un diocèse. Si vous n'avez pas de prêtre, le diocèse ne peut pas tenir. Donc, être placé au cœur du système vous rend capable, si vous voulez, d'assurer normalement une tâche, je dirais pas qui est périphérique, qui est même une tâche fondamentale dans un diocèse. Voilà. Maintenant, effectivement, la durée que l'on passe à exercer une tâche peut aussi nous rendre finalement moins capables d'en assurer une autre très différente, parce qu'il y a un certain nombre de capacités qui, à force de ne pas être utilisées, qui s'éteignent sans doute, ou en tout cas qui mettent du temps à apparaître. Voilà. Donc un jour, l'archevêque m'a fait venir et il m'a proposé d'être curé. J'en étais très, très heureux. Il savait que j'avais envie de changer. Il le savait parce que vous l'aviez exprimé? Oui. Et vous avez eu le choix de la paroisse? Non. La liberté, c'est ça aussi. Quand je vous parlais de liberté comme une des premières qualités que l'on cherche chez quelqu'un, c'est cette capacité à dire de dire ce que l'on désire, d'exprimer son opinion. Ensuite, vous remettez ça à quelqu'un. Je dis pas ça pour m'opposer à vous, je dis pas ça parce que je suis pas malheureux mais je vous dis mon désir. Maintenant, si vous pensez que c'est pas le moment ou que ça me correspond pas, je vous fais confiance. Voilà. Donc je l'avais déjà exprimé, mon souhait de quitter la formation. Voilà. Ensuite, le choix d'une paroisse, non, ça dépend vraiment de l'archevêque. Et normalement, la liberté fait que vous acceptez ce qu'on vous donne. D'ailleurs, j'étais à Saint-Honoré-des-Laux, qui est une très grosse paroisse. J'aurais pu être dans une plus petite paroisse. On ne doit pas comprendre ça comme une affaire de personne. Normalement, à tous les endroits où vous êtes envoyés, vous avez du travail à faire, vous avez des personnes à rencontrer. Le lieu qui est choisi pour vous peut être le lieu effectivement d'épanouissement personnel, que la paroisse soit grande ou petite, quelle est telle caractéristique ou telle autre. Mais est-ce que vous pensez que l'archevêque, dans votre cas, a décelé en vous des compétences qui correspondaient aux besoins, par exemple, de la paroisse? C'est possible.
C'est possible. D'abord, il y a beaucoup de monde ici. C'est une très grosse paroisse dans Paris. C'est une paroisse qui compte pour plusieurs raisons. À la fois en raison du nombre de personnes, bien sûr, qui y viennent. Je ne vais pas le cacher non plus, nous sommes dans le 16e, c'est une paroisse qui est relativement riche, donc nous sommes dans un pays où l'Église ne reçoit aucune subvention et donc doit veiller aussi à un équilibre financier. Et donc on ne peut pas mettre à la tête de paroisses qui ont de gros revenus quelqu'un qui n'a pas un minimum de connaissances de gestion, quoique en ce domaine j'étais un petit peu néophyte. Et du coup, quel est votre rôle? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle de curé de paroisse, vos responsabilités, un peu le spectre des responsabilités que vous avez? Oui, alors c'est assez, je peux le faire à partir des caractéristiques qui sont celles du métier, du ministère, du service que j'assure. Quand on parle d'un prêtre, il y a trois choses ou trois orientations, trois notes, si vous voulez, que l'on exprime à propos du travail que l'on assure. La première, le premier chapeau, c'est l'enseignement. Voilà, on enseigne au sens, par exemple, on prêche, on forme. Ça peut être des adultes, mais ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des jeunes gens qui viennent demander à être préparés au mariage. Donc il faut quand même délivrer un enseignement là-dessus. Le deuxième chose, c'est le gouvernement, effectivement, c'est-à-dire la capacité à conduire une communauté, à être reconnu dans cette aptitude aussi pour que la communauté puisse prendre une orientation. Il y a un certain nombre de tâches de services que j'ai mis en place ici qui auraient pu ne pas être reçus du tout mais que j'ai perçu comme étant une forme d'attente, même si je leur ai proposé quelque chose de concret dans lequel les gens pouvaient ne pas se reconnaître. Donc enseigner, gouverner, et puis le troisième mot est un mot un peu compliqué parce que c'est un mot religieux, c'est sanctifier. Autrement dit, c'est tenter, si vous voulez, de faire en sorte que les gens qui nous sont confiés puissent véritablement entrer dans une relation à Dieu plus approfondie ou peut-être que d'un point de vue plus compréhensible, puissent s'approcher davantage de ce que l'Évangile développe comme voie religieuse. Voilà. Si on s'intéresse quelques instants à l'aspect humain et gestionnaire de votre paroisse, vous m'aviez dit qu'il y avait 12 salariés. Oui. C'est une paroisse d'environ 4000 personnes. C'est un volant de 4000 en réalité. Le dimanche, il y a 2500 pratiquants. Mais comme une paroisse, c'est pas simplement... Je me souviens d'un mot d'enfant qui avait dit, c'est le fils d'ami, qui avait dit, moi je vais être prêtre plus tard parce qu'on travaille que le dimanche. Alors j'ai dû corriger la chose en lui disant, on travaille aussi le dimanche, voilà. Donc une paroisse, ça rayonne à la fois sur le dimanche, le week-end si vous voulez, parce que les gens sont un peu plus disponibles, et puis sur toute la semaine. Et c'est pour ça qu'il y a un volant de 4000 personnes, oui, de fait. Et quand vous menez des projets, vous les menez en équipe. J'imagine que vous devez vous entourer de personnes et de compétences. Comment est-ce que vous composez et choisissez des équipes pour vous entourer? Je dirais qu'on essaie de repérer des personnes qui ont des qualités correspondantes à la tâche qu'on va leur proposer. Puis après, on leur propose, ils acceptent ou n'acceptent pas, ils sont accompagnés, jamais on ne lâche quelqu'un. Alors bien sûr, quand on confie une responsabilité, elle est vraiment confiée, mais en même temps, pour que la décision soit prise positivement, et on assure un certain accompagnement précisément dans cette tâche. Par exemple, typiquement, là, j'ai la responsable d'une activité particulière qu'on appelle le catéchuménat ou l'accompagnement vers la confirmation. Il s'agit d'adultes qui souhaitent devenir chrétiens, donc qui souhaitent être baptisés, ou des gens qui sont déjà baptisés mais dont la formation chrétienne a été relativement faible, ou en tout cas qui n'ont pas été confirmés. La responsable de ce service-là, de cette activité-là, maintenant c'est qu'elle ne pouvait plus continuer, donc il faut que je cherche quelqu'un, ce qui veut dire qu'il faut que je trouve quelqu'un qui d'abord est, du point de vue de la foi, est assez bien lesté,
que c'est une personne qui est plutôt accueillante. Si c'est des gens qui demandent à entrer dans l'église, il faut quand même leur montrer un visage plutôt sympathique, puis qui sera suffisamment capable d'exprimer ce qu'elle croit ou de réfléchir avec moi à un chemin pour une personne donnée, typiquement. Et vous êtes dans une grosse paroisse qui a aussi la chance d'accueillir d'autres prêtres que vous. Oui. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous collaborez avec les autres? Il y a ce que disent les organisateurs et ce que dit la police. Hein. Sur le papier, nous sommes nombreux. J'ose à peine dire, quand je suis en tout cas en dehors de Paris, combien de prêtres j'ai avec moi. Cette année, par exemple, on va être 9. Donc j'ai 8 prêtres avec moi. Maintenant, ça c'est sur le papier, hein, parce que sur ces 8 prêtres, j'en ai 6 qui sont ou enseignants ou étudiants. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font, en plus de leur formation de prêtre, un diplôme qui va leur permettre d'assurer une responsabilité dans leur diocèse, s'ils sont parisiens à Paris bien évidemment, une responsabilité en particulier du point de vue de l'enseignement. Voilà, typiquement. Mais ça pourrait être une activité de conseil, auprès de groupes donnés avec des spécificités particulières. Voilà, donc si vous voulez, on peut être nombreux sur une paroisse. Le but, par exemple, typiquement des évêques, et en particulier à Paris, c'est d'éviter que des prêtres soient seuls. Voilà, qui vivent en communauté. D'abord, il y a un soutien personnel qui est assez important, et puis il y a, partant, un meilleur équilibre de vie. Il y a, même si je reconnais, je dis que les étudiants, les prêtres étudiants, les prêtres enseignants sont peu disponibles, il est clair que je peux leur soumettre une question que j'ai et les écouter là-dessus et avoir de leur part quelques conseils. Voilà. Hein. Dans cette paroisse où nous sommes nombreux, en réalité, je suis le seul responsable. Voilà. Et les 2 prêtres qui sont le plus disponibles pour la paroisse sont des prêtres qui sont, dont l'un a 67 ans et l'autre 81. Donc, les plus jeunes, le plus jeune a 34 ans, je pense, sont aux études. Alors bien sûr, je suis heureux d'avoir beaucoup de prêtres autour de moi, mais une paroisse, c'est des prêtres et des laïcs, et l'essentiel, je dirais, des fidèles d'une paroisse, ce sont des laïcs. Autrement dit, je m'entoure non seulement de gens qui sont capables d'assurer des responsabilités, mais également de conseils. Dans toute paroisse, vous avez un conseil qu'on appelle un conseil pastoral, sachant que le terme pastoral est un terme un peu général qui essaye d'exprimer, je dirais, la fonction d'une paroisse. Ça vient de pasteur, ça vient de berger, ça exprime l'attention qu'un prêtre en particulier doit avoir à l'égard de ceux qui lui sont confiés. Voilà. Ce sont des images bibliques qui relèvent de la Bible, c'est peut-être un peu dépassé ou en tout cas peu actuel, mais voilà, ça exprime bien le soin, le soin qu'un prêtre peut avoir à l'égard des fidèles qui lui sont confiés. Et donc il y a un conseil pastoral, et là il y a, je dirais, aussi bien d'ailleurs des gens qui sont responsables d'activité que des gens qui ne le sont pas. Il faut d'une certaine manière qu'il y ait une forme de représentation je dirais pas de toutes les tendances, mais en tout cas suffisamment large de la paroisse. Voilà, pour que des gens puissent réagir à des questions qu'on leur pose, des choix qu'on voudrait faire. Voilà. Il y a un conseil pastoral, il y a un conseil économique. La paroisse, c'est aussi un budget, et les curés dont je suis, par exemple, n'ont pas immédiatement, de manière innée, comme vous disiez tout à l'heure, la capacité de gérer beaucoup d'argent. Voilà, donc il faut avoir des gens qui ont des compétences particulières là-dessus. C'est pas toujours simple d'ailleurs pour un curé, parce que je suis pas financier. Je réunis autour de gens qui ont des compétences, mais finalement c'est moi qui prends la décision. Donc il faut que j'acquière quand même un langage, un minimum de connaissances, qui me permettent de savoir ce que me disent mes interlocuteurs. J'ai confiance en eux bien évidemment, mais il y a des décisions qui ne relèvent que de moi. Est-ce que vous avez été formé pour développer ces compétences, ou est-ce que vous vous êtes formé tout seul? Oui, on est formé, la formation pour être prêtre, mais pour être prêtre, il n'y a pas de cours de gestion, par exemple, dans un séminaire, même s'il y a des questions économiques qui sont abordées. Voilà. Mais c'est plus sous l'angle d'un discernement que sous l'angle de qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent, est-ce qu'on le place, où est-ce qu'on va investir dans telle affaire, voilà.
Ensuite, il y a une formation sur le terrain, oui, il y a une formation sur le terrain. Vous n'êtes pas jeté immédiatement dans le grand bain, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait immédiatement prêtre ne devient pas tout de suite curé. Voilà, hein, il y a tout un temps d'apprentissage. D'ailleurs, on va lui proposer le meilleur, d'une certaine manière, c'est-à-dire le rapport avec les personnes. Il va s'occuper voilà, de telle catégorie de population. Par exemple, typiquement un jeune prêtre, on va le mettre par exemple avec des jeunes, avec des étudiants, avec des jeunes professionnels, etc. C'est la partie la plus intéressante du métier, je veux dire, que d'être en relation avec les personnes. Voilà. Et au fur et à mesure où il va développer une certaine capacité pastorale, donc à accompagner des groupes donnés, peu à peu, il va aussi voir je dirais, tout ce qui rend possible cet accompagnement. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, il faut des locaux, il faut pouvoir les entretenir, il faut de l'argent, etc. Et au fur et à mesure, il acquiert une formation pour laquelle il est aidé, puisqu'il y a, dans tous les diocèses, il y a ce qu'on appelle une direction générale de l'administration. Et que vous avez un certain nombre de conseillers qui peuvent intervenir. Voilà, par exemple, si vous avez recruté quelqu'un, vous faites appel au pôle ressources humaines du diocèse. Si vous avez à licencier quelqu'un, vous faites appel au pôle de ressources humaines du diocèse aussi, qui va vous aider avec des compétences en particulier soit de relations humaines, soit en tout cas des compétences juridiques pour vous aider à faire à choisir la bonne personne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres compétences que vous avez eu l'impression d'avoir développées ces dernières années en tant que curé ? J'ai certainement développé des choses, je ne les identifie pas nécessairement. D'abord, j'ai changé d'échelle. Le séminaire, c'est 70 séminaristes. Là, on passe à, comme je disais, un volant de 4000 personnes. Autrement dit, ça oblige à avoir un point de vue un peu plus haut. Il y a des choses que je n'avais jamais faites, soyons clairs. Effectivement, je disposais, si vous voulez, d'un budget qui correspondait précisément au séminariste dont j'avais la charge. Je ne me préoccupais pas de la manière dont celui-ci, l'argent arrivait. Voilà. C'était plutôt de l'ordre de l'utilisation, et une utilisation qui était quand même très ciblée. Là, c'est beaucoup plus large. Je dois me préoccuper de l'approvisionnement. Voilà. Ici, dans une paroisse, par exemple, je dois m'occuper aussi de la destination des lieux. On pense église quand on pense paroisse, donc la destination, c'est le culte, c'est offrir un lieu d'accueil pour toutes les personnes quand elles souhaitent prier, ou en tout cas être écoutées quand elles ont un souci particulier, etc. Bon, mais en même temps, vous avez un parc immobilier qui est attaché à la paroisse, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Il y a des locaux qui coûtent de l'argent. Est-ce que je dois simplement les utiliser, ou est-ce que je dois trouver un usage qui permette précisément aussi de pouvoir rénover, d'entretenir ces locaux? Voilà. Donc c'est des tas de choses, effectivement, que des sujets ou, si vous voulez, des fonctions que je n'avais pas avant et pour lesquelles j'ai dû développer effectivement un certain savoir-faire modeste. Est-ce que vous êtes évalué dans votre rôle de curé par l'archevêque? Est-ce que vous avez un feedback qui vous est donné régulièrement? Oui, régulièrement, tout à fait. Enfin, feedback, je dirais pas ça. L'archevêque est à la tête d'un gros diocèse, donc c'est pas nécessairement auprès de lui que je vais rendre, à lui que je vais rendre compte, même si c'est ultimement à lui. Il a aussi des collaborateurs directs, ce qu'on appelle des vicaires généraux. Vicaire, c'est-à-dire un assistant, si vous voulez, général, c'est-à-dire au sens où il a l'ensemble des responsabilités de l'archevêque sur la partie du territoire qui lui est confiée. Donc régulièrement, je vois mon vicaire général. Si j'ai une question, je l'appelle pour avoir un retour là-dessus. Voilà. Et je peux être évalué de diverses manières. Ça peut être l'archevêque lui-même sur des questions qui sont de type pastoral, mais par exemple, typiquement, vous avez, comme je le disais, une direction générale des affaires économiques du diocèse, et auprès de cette direction, cette année, la paroisse Saint-Honoré a un budget qui a diminué ou qui a augmenté. Qu'est-ce que vous faites? Comment on peut vous aider pour que l'argent rentre? Voilà, ce sont des questions qu'un curé doit nécessairement se poser. Vous êtes un curé dans la ville de son temps. Avant de s'intéresser au projet que vous avez mené concrètement, j'avais une question sur la notion de la relation avec l'État, avec la ville, avec la mairie. Est-ce que c'est aussi un de vos rôles d'être en relation, de représenter votre paroisse? Je pense, oui. Oui. L'État... j'ai pas de relation particulière avec l'État en général ou avec quelqu'un qui le représenterait. La mairie, certainement. Voilà. Les paroisses. La paroisse, par exemple, c'est un territoire.
avant d'être des personnes, c'est d'abord un territoire. Voilà. Et ce territoire est situé. En particulier, il est présent dans un arrondissement. Donc, je dois connaître au minimum le maire d'arrondissement. Si jamais ma paroisse était plus importante, encore qu'il n'y a pas tellement de paroisses plus importantes dans Paris, mais par exemple, typiquement, si j'étais recteur de la cathédrale, c'est évident que là, je suis dans un bâtiment qui appartient à l'État et que mes interlocuteurs peuvent être un ministre ou peuvent être une maire de Paris. Voilà. Ici, dans le 16e, c'est plutôt mes interlocuteurs sont plutôt à la mairie du 16e. Donc effectivement, c'est la première chose et ça fait partie des premières relations que l'on établit, voir si la relation avec le maire est bonne ou la mairie est bonne, qui sont nos interlocuteurs, voilà. Principalement. Dans le 16e, c'est relativement facile comme relation. Je dois avouer que quand je suis arrivé ici, c'est le maire qui m'a précédé avant que je ne prenne contact avec lui pour m'inviter à déjeuner. Donc j'étais très très honoré. Voilà. Et puis ensuite, on s'est retrouvés sur un certain nombre de points. Chaque année, on fait une espèce de bilan et puis on se retrouve sur un certain nombre de points qui peuvent l'intéresser. Dans les projets que vous avez menés, vous avez ouvert récemment un espace de coworking. Vous avez mené une campagne de crowdfunding pour la réfection de l'église qui s'appelait Adopte un banc. Où est-ce que vous trouvez ces idées et comment est-ce que vous menez ces projets? Alors, j'ai pas une ligne rouge avec le ciel qui va me permettre de sortir de mon chapeau un lapin. Comme ça, c'est beaucoup en discutant avec les gens. Alors, cela dit, j'aime bien être un peu original et vous citez cette opération de crowdfunding qui m'a beaucoup amusé. En réalité, je suis d'autant plus libre pour mes idées que, en réalité, je dirais le résultat de cette opération va avoir relativement peu d'impact. Si on a beaucoup, ça veut dire que, par exemple, j'ai pu lever beaucoup d'argent, j'en suis très heureux. Mais s'il a peu d'efficacité, si c'est peu efficace, c'est pas très grave parce que je suis adossé à un montage financier qui va me permettre de faire les travaux que je veux faire. Voilà. Mais j'aime bien les aspects un peu originaux qui font un peu rire. Effectivement, Adopte un banc, j'ai un peu surfé sur Adopte un mec, Adopte une je sais pas quoi, voilà. Donc ça m'amusait beaucoup avec effectivement tout un univers de communication qui correspondait. Voilà. Par exemple, pour la question du coworking, ça c'est vraiment une réflexion qui a mis beaucoup de temps et qui est passée aussi bien avec le conseil pastoral qu'avec le conseil économique. Comme une idée qui a germé de différentes rencontres. Par exemple, il y a sur la paroisse au moins un lieu, si c'est pas, oui, il y a une activité qui a été à l'origine de ce choix, enfin de ce projet. C'est un groupe d'entrepreneurs et de dirigeants chrétiens que j'accompagne et que j'ai fait réfléchir sur l'usage possible d'un espace dont on disposait avenue Victor Hugo en lien avec le monde de l'entreprise. Cela dit, j'avais été aussi sans avoir des compétences particulières dans ce domaine, c'est quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, je suis assez intéressé par ce qui est neuf. On a été la première paroisse, c'est la seule d'ailleurs. Maintenant, c'est aux Bernardins qui nous ont piqué un peu l'idée, malheureusement. Mais enfin, les Bernardins, je leur conseille volontiers. Et puis, quand on est dans un écrin, je dirais pareil, c'est-à-dire un bâtiment qui date du XIIIe siècle. Voilà, on a des avantages par rapport à une paroisse qui a été construite à la fin du XIXe. Voilà. Donc, moi, j'avais fait ici une soirée qui rassemblait un certain nombre de geeks intéressés, enfin, qui travaillaient pour l'Église, ou en tout cas qui voulaient monter des applications pour l'Église. Et la soirée s'appelait Pitch My Church. Donc on essayait moi je n'essayais rien, je leur prêtais les lieux, j'encourageais l'opération et donc se sont rassemblés un certain nombre de jeunes qui avaient tous qui développaient des applications pour l'Église. Et à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour être en contact un peu plus régulier avec ce type d'univers. On a peut-être des locaux disponibles.
celui qui organisait Pitch My Church est allé à la recherche précisément d'un local pour sa start-up, et donc du coup c'est comme ça que, vous voyez, le point de départ est celui-là. Ensuite, j'ai réfléchi de manière un peu plus durable avec ce groupe d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Voilà. Et bon, le coworking, c'est pas nécessairement le but de l'Église, hein. C'est pas là, je peux trouver un intérêt, je peux m'intéresser ou je peux faire de ce lieu un symbole, c'est-à-dire de l'intérêt que l'Église en général porte au monde du travail. Maintenant, moi, ça m'intéresse de le lancer pour plusieurs raisons. Il peut y avoir d'abord un aspect comment l'Église peut être présente dans le monde du travail, c'est-à-dire lui donner des notes particulières, typiquement par exemple en insistant davantage sur la solidarité, en faisant en sorte que des gens qui sont au chômage puissent néanmoins trouver venir travailler dans un espace de coworking en payant moins cher, ou voire en étant parce qu'ils sont en période de chômage sans payer du tout. Voilà. Comment des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent se lancer dans un projet et être accueillis dans ce type de lieu. Comment, par exemple, une personne handicapée peut trouver une place dans ce milieu. Voilà, ça m'intéresse. En même temps, si je n'accueille que des gens au chômage, que des gens qui n'ont pas d'argent ou que des gens qui sont fragiles, je vais pas réussir à faire quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc, il faut aussi qu'à côté, il y ait un certain nombre de gens qui ont les moyens de pouvoir faire que cette aventure se développe. Donc voilà, vous voyez, c'est à la fois l'intérêt que l'Église peut avoir dans le monde du travail, c'est aussi insister sur une valeur ou une qualité que je recherche, ou que dans ce monde du travail, qui est la question de la solidarité. Bon, et puis en même temps, il faut être raisonnable, il faut être aussi très réaliste. J'ai des locaux à disposition. Est-ce que c'est pas un bon moyen, par exemple, de ne pas perdre de l'argent sur ces locaux, de les entretenir, de faire fructifier un bien que je possède, plutôt que de le voir partir dans différents projets qui ne feraient que l'abîmer. Est-ce que sur ce genre de projet, que ce soit la campagne de crowdfunding ou le coworking, un de vos critères de succès, c'est le recrutement de nouveaux paroissiens? Ça peut. C'est pas votre enjeu premier. Disons que c'est sûr que, par exemple, avec le coworking, j'approche des gens qui ne sont pas paroissiens, ou s'ils sont paroissiens, c'est ça au sens physique. Je vous ai dit tout à l'heure que la paroisse est un territoire, ils peuvent habiter le quartier et découvrir ce lieu où ils peuvent travailler, mais ils sont pas chrétiens, ils sont pas pratiquants. Nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de juifs, ils peuvent venir travailler dans le coworking. Savoir que c'est un lieu qui est une émanation de la paroisse Saint-Honoré-des-Laux, quelquefois, effectivement, les interroge. Ce lieu a 3 objectifs. Enfin, on a défini un ensemble on a fait un cahier des charges pour ce lieu, pour essayer de rentrer un peu dans nos fonds quand même, parce que ça a coûté de l'argent que de le lancer. Alors, il y a le coworking proprement dit. Il y a aussi la location de salles. Et par exemple, ces salles s'appellent Jérusalem, Éphèse, Rome. Voilà, c'est une manière indirecte de suggérer quelle est la source de notre aspiration. Donc ça me permet d'être en contact effectivement avec des gens qui sont pas nécessairement chrétiens ou pratiquants, et montrer un autre visage de l'Église, un peu plus neuf, un peu plus actuel. Vous avez parlé de solidarité tout à l'heure. Je sais que dans cette paroisse, en hiver, il y a une organisation qui est mise en place pour accueillir des sans-domicile fixe. Pour la nuit en particulier. Mmh. Est-ce que c'est un projet que vous allez renouveler l'année prochaine? Est-ce que c'est un projet que vous continuez? Oui, on va être à notre 4e saison. Voilà, pour parler en termes de série. J'y tenais beaucoup à ce projet, et en même temps, là encore, même si on tient beaucoup à un projet, il faut vérifier qu'il correspond aussi à une sensibilité, à une attente, ou en tout cas trouver la forme qui permettra à ce projet d'être accueilli dans une communauté donnée. Voilà. Typiquement, pour rebondir, pour lier avec votre question précédente, ce projet d'accueillir des gens de la rue au chaud pendant l'hiver, pendant toute la durée de l'hiver, c'est un projet qui m'a intéressé aussi parce qu'il attirait des personnes qui ne sont pas du tout liées à l'Église, mais qui étaient heureuses de pouvoir participer à un projet qui venait en aide aux gens de la rue, à des gens de la rue. Voilà, typiquement. Vos bénévoles qui vous aident à réaliser ce projet, qui mènent le projet, j'imagine, qui le font vivre, ne sont pas forcément vos paroissiens actifs. Exactement.
Il peut y avoir des tas de gens qui... Enfin, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en me disant, j'ai entendu parler de cette opération, je suis pas chrétien, est-ce que vous m'acceptez quand même? J'ai dit, mais bien sûr, c'est fait pour, hein, voilà, on est moteur dans un projet, mais on n'est pas fermé sur, je dirais, l'accueil de personnes qui veulent aider et qui ne savent pas comment faire, ou en tout cas qui ont tout proche de chez eux une occasion de pouvoir le faire. Et puis ça peut être l'occasion de découvrir une paroisse aussi, hein. Parce que si on a des chrétiens dans Portican, ben voilà, ils découvrent que l'église est peut-être pas exactement ce qu'ils imaginaient et peut-être plus sympathique que ce qu'ils imaginaient. Voilà. Est-ce que vous avez des nouveaux projets pour la paroisse? J'ai peut-être une difficulté, ou j'allais dire une inaptitude, puisqu'on parle pas mal d'aptitudes, de compétences, etc. Je suis pas un visionnaire. Je suis pas visionnaire. Des projets germent. Et à un moment donné, ils sont suffisamment mûrs pour que j'en ai une image un peu claire. Mais dire, voilà, j'ai un projet particulier, oui, j'ai des projets, mais ça ne sera pas nécessairement des projets d'envergure. Dans le cadre de la solidarité, par exemple, Saint-Honoré, avec ce projet qui s'appelle Hiver solidaire, que vous avez mentionné tout à l'heure, est devenu une paroisse repérable dans Paris, où ce projet marche. Hein, on n'accueille pas beaucoup de personnes de la rue, hein, soyons clairs. Hein. L'année dernière, on en a accueilli 5. Voilà. Dans des conditions quand même qui sont des conditions qui s'apparentent à une famille. C'est-à-dire, ils ont, je dis pas chacun leur chambre, mais en tout cas, ils ont un lieu où ils dorment qui s'apparente à une chambre et une table à laquelle participent des paroissiens qui donnent vraiment un sentiment fraternel. Mais accueillir 5 personnes pendant 3 mois demande la mobilisation quasiment de 150 personnes. Voilà. Donc, Saint-Honoré, c'est une paroisse qui a été repérée pour sa capacité précisément à organiser ce type de choses et à le faire bien, parce que ça marche. Voilà. Donc, du coup, on nous a demandé, on est plutôt venu me chercher, mais voilà, ensuite, il faut monter le projet, d'organiser des choses, par exemple, autour de la journée mondiale du pauvre, que le pape François a lancé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà. On avait déjà l'année dernière lancé quelque chose, et cette année, on va développer un petit peu le projet. Autrement dit, autour de cette journée mondiale du pauvre, elle doit être autour du 17 novembre. Cette année, ce sera un peu plus large, il va être sur 3 jours. Alors, en lien avec d'autres lieux, hein. Par exemple, Saint-Eustache, il y aura une grande veillée de prière, à Notre-Dame, un grand rassemblement le dimanche. Et le samedi ici, ce sera dans 4 ou 5 paroisses dans Paris. Il y a des paroisses pivots et Saint-Honoré en est une. Il y aura, par exemple, des conférences. Une conférence assurée par une personne qui a longtemps connu la rue. Voilà, qui en est sorti heureusement, et qui pourra aussi amener, parce que le but c'est aussi de valoriser des personnes de la rue, c'est pour elles qu'on fait ça aussi, hein, qui pourra aussi amener un certain nombre de personnes qui lui ressemblent. Je suis content d'ailleurs d'accueillir une femme qui a passé 14 ans dans la rue, parce que nous accueillons en fait des hommes ici à Saint-Honoré, et c'est important aussi qu'on soit sensible au fait que même si elles sont moins nombreuses, il y a quand même des femmes dans la rue. Voilà. Et puis le soir on a un grand concert, qui est fait par une personne, j'allais dire relativement connue, mais c'est aussi connu dans un certain milieu, même s'il a vendu plusieurs centaines de milliers de disques. C'est Grégory Turpin, peut-être Natacha Saint-Pierre, avec laquelle il a déjà chanté des chants. Enfin, il a fait un disque sur Sainte-Thérèse. Et Grégory Turpin m'a proposé un projet qui consiste à faire chanter les personnes de la rue. Voilà. Donc, à mêler plutôt, pas simplement faire chanter des personnes dans la rue, mais à mêler des gens. Enfin, à considérer, si vous voulez, que c'est qu'on soit dans la rue ou qu'on ne le soit pas. Le fait d'être dans la rue ne veut pas dire qu'on chante moins bien que quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Donc, il a monté une chorale avec des chants assez populaires, assez connus, et donc on va refaire un concert. En espérant drainer plus largement que la première fois où on l'avait fait. On avait eu 200, 300 personnes. Là, je vise 800 personnes, si vous voulez, dans la crypte de Saint-Honoré pour cet événement. Voilà, mais c'est un projet, vous voyez, ponctuel, qui m'a été plus proposé que je n'y ai pensé. Maintenant, j'ai d'autres projets, mais ponctuels, si vous voulez, où... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Le pape François a écrit un document qui s'appelle Amoris Laetitia, la joie de l'amour, où il traite des questions du mariage et de la famille, et s'interroge en particulier sur tous ces couples qui, pour des raisons X ou Y, ressemblent pas exactement, au modèle de la famille chrétienne. Et donc,
Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ben voilà, j'ai un projet là-dessus qui va être que j'ai essayé de formaliser, si vous voulez, en différents temps. Commencer par des annonces en chair, puis ensuite faire une grande soirée avec un intervenant qui connaît un peu le sujet. La suite, elle est un peu en fonction de l'attente. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce qu'il n'y a pas d'attente? S'il n'y a pas d'attente, ben, au moins je le saurai qu'il y a rien et que c'est pas la peine de continuer. Voilà. Un peu de test and learn. Voilà, exactement. Moi, j'entends depuis le début de la conversation qu'en fait, vous avez exercé plein de métiers depuis que vous êtes prêtre. C'est ce que je retiens, en tout cas. Il y a plein d'histoires dans votre histoire, en fait. Ça correspond à mon tempérament. Alors, si vous regardez votre vie de prêtre, j'allais dire votre vie professionnelle, mais on va garder ce terme de vie de prêtre, quel est le premier succès de votre vie de prêtre qui vous vient à l'esprit? Et par succès, on entend, ça peut être des choses toutes petites qui sont significatives pour vous, c'est pas forcément quelque chose de visible à l'extérieur. C'est difficile parce que le terme de succès, c'est pas un terme qui fait partie des premiers termes qu'un prêtre emploiera. Alors vous parlerez de quoi? On peut parler de la joie, effectivement, ça peut être un critère. Et la joie ne demande pas nécessairement des grosses opérations pour pouvoir naître. On peut parler de service, voilà, avoir le sentiment du travail fait qui a servi à des personnes. Alors, est-ce que vous pensez à une histoire particulière qui vous a rempli de joie ou vous avez l'impression de... Tout me remplit de joie. Voilà, moi j'aime ce que je fais. Voilà. Donc, citez-moi un, j'insiste. Je peux vous en donner plein. Par exemple, quand vous préparez des enfants à la première communion, voilà, et que vient le moment de la première communion, c'est un sommet. C'est vraiment un sommet. On en fait une fête. Voilà. Je vous donne l'exemple d'un acte du ministère, ce qu'on appelle un sacrement. Il pourrait y avoir d'autres choses. Quand je vous parlais tout à l'heure de catéchuménat et que au bout de la durée qui est prescrite par l'Église pour qu'une personne adulte puisse se préparer au baptême, vous la baptisez, là vous êtes vraiment dans un sommet. C'est une très très grande joie. Essayez d'ouvrir le cœur de quelqu'un, et je pense que des enfants c'est peut-être plus sensible à quelque chose sans quoi je crois et qui fait vraiment le fondement de mon existence. Ça c'est une très très grande joie. Alors ça va durer 1 heure, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. La semaine suivante, il y aura peut-être pas d'écho particulier de cette affaire, il y en aura peut-être, etc. Et puis au bout de 2 semaines, on aura passé à autre chose. Mais voilà, ça fait partie des grandes joies qu'on peut avoir. C'est pas des joies très mesurables, hein. Mais voilà, ça fait partie de mes joies. Alors, si on prend l'exemple de la première communion des enfants, justement, du fait d'ouvrir le cœur des enfants, comme vous le disiez, quelle est votre contribution? Comment vous faites? On les voit de manière régulière, on leur raconte des histoires, on essaie d'être pédagogue, on essaie de rebondir sur des questions qu'ils ont ou leur manière de penser. Je suis pas tout seul, attention. J'entends le on. Voilà. J'essaie de vous faire dire je, mais j'y arrive pas. Mais voilà. Alors, si je dois dire je suis au départ, je suis un enseignant. Et peut-être que j'ai été orienté vers l'enseignement en raison de la pédagogie que, là pour le coup, pour quelque chose de relativement inné, ou en tout cas le goût pour expliquer les choses. Voilà. Et je me suis rendu compte, par chance, je n'ai pas eu à enseigner uniquement des adultes, même si je trouve ça passionnant d'enseigner des adultes. J'ai eu la chance, vous voyez, j'ai eu quand même un petit peu de pastoral, même si j'étais enseignant ou chargé principalement de la formation des prêtres. J'ai aussi eu un petit ministère en paroisse, et donc je me suis occupé des enfants, et j'étais capable, vous voyez, de traduire simplement la foi de l'Église. Alors, je connais bien la Bible, c'est ma partie. Donc je raconte des histoires. Et vous savez, il y a tout en littérature, parce que la Bible appartient au monde littéraire dans son entier. On a découvert la capacité du récit. D'ailleurs, on n'en parle pas simplement en littérature, on parle d'un récit national, par exemple. Vous voyez, pour intégrer des personnes à une nation.
voilà, le récit a une capacité à vous saisir, à vous former de l'intérieur, à finalement à vous faire passer des choses qui sont peut-être intellectuellement difficiles, ou en tout cas qui seraient plus difficiles à exprimer de manière logique. Voilà, donc ça, moi, je me suis passionné pour cela et je le fais avec des enfants. Voilà, je leur raconte une histoire, je les fais jouer. Voilà, j'aime bien ça aussi, je les fais jouer. J'essaye on est spontanément, je l'espère, bienveillant à l'égard de plus jeunes. Voilà, d'être bien situé par rapport à eux pour les aider à avancer. J'essaie aussi, c'est peut-être une difficulté du catéchisme. Nous ne sommes pas dans un rapport qui est celui tout de même d'un élève et d'un professeur. Voilà, je suis pas un professeur, même s'il y a une partie enseignement, il n'y a pas de bons points à la fin, il n'y a pas de notes, ils n'échoueront pas à la fin de l'année. Voilà, donc c'est peut-être une des difficultés de la chose. Voilà. Avec le temps, c'est un travail de longue haleine, mais comme dans toute éducation, c'est un travail de longue haleine. Et vous vous rendez compte que il y a des choses qui sont semées, qui finalement finissent par pousser, par traverser. Voilà. Je crois vraiment que il y a une parabole dans l'Évangile où un peu surprenante, parce que Jésus raconte l'histoire d'un homme qui jette du grain dans la terre pour, bien sûr, un agriculteur qui va travailler le sol pour obtenir sa nourriture, mais il va jeter du grain un peu partout. D'abord sur le chemin, ensuite sur une terre qui a peu de profondeur, ensuite une terre mais dans laquelle les mauvaises herbes sont déjà présentes, et ensuite on trouve une terre avec dans laquelle, vous voyez, une bonne terre dans laquelle la semence, quand elle va la trouver, va pouvoir trouver tout ce dont elle a besoin, produire du fruit 30, 50, 100 points. Voilà. Eh bien, moi je crois cette bonne terre partout. Voilà. Quelquefois elle est bien cachée, mais je fais fond sur cette donnée, et enfin, c'est pas que je me la propose de manière consciente, mais c'est suffisamment intégré pour que je suis persuadé qu'un contact régulier, voilà, finit par porter du fruit, et le résultat chaque année ne se dément pas. Ces compétences que vous venez de décrire, moi j'entends pédagogie, capacité à raconter des histoires, etc. Est-ce que vous estimez qu'elles sont essentielles dans votre fonction de curé? Je prends plus le mot métier parce que je sais plus. Oui, on peut dire fonction, métier. Je pense, oui, je pense. Les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires, même des adultes. Comme je vous dis, on peut parler un langage rationnel, logique, philosophique, exprimer les choses, vous voyez, en principe. Je pense que la nature humaine est beaucoup plus riche, et qu'on va être touché, ou vous êtes touché parce que vous entendez une belle musique, vous entendez de belles choses, etc. Ou alors on vous raconte une histoire, ou vous la voyez parce que vous allez au cinéma et puis vous êtes saisi par une intrigue, par une trame, etc. Voilà, ça fait vraiment partie de... Bon, et puis moi j'ai du talent, je dirais pas tellement ça, j'aime ça, voilà, j'aime ça. Depuis que je suis prêtre, ça fait 25 ans maintenant, et même avant, je vais en Israël, où je m'occupe de voyages particuliers. Ce ne sont pas exactement des pèlerinages, c'est un itinéraire à travers le pays, mais c'est surtout un itinéraire à travers la Bible. Voilà. Donc, si vous voulez, l'habitude, là pour le coup, c'est vraiment des compétences acquises avec le temps. Vous racontez les choses. Voilà. Et ce récit, c'est pas un récit figé, j'ai pas de papier, je prends la Bible telle qu'elle vient, et j'ai une assemblée à qui je dois raconter ce texte, et de fait, ça dépend un petit peu des réactions des uns et des autres, s'ils dorment pas, etc., ou de ma volonté précisément de les saisir à un moment donné où ils pourraient s'assoupir. Voilà, je raconte la Bible. Donc, si vous voulez, ça a développé des compétences effectivement pour ça. On arrive aux dernières questions de notre interview. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui? Si je réponds un peu vite, je dirais la liberté. Voilà. Enfin, c'est-à-dire au sens, voyez, vous interrogez véritablement sur ce que vous voulez faire. Alors en même temps, le marché du travail, vous n'êtes pas non plus... il peut être quand même assez...
en mauvaise santé, et vous pouvez arriver, vous avez une compétence donnée, vous trouvez pas de boulot. Donc la liberté, elle est un peu limitée là-dedans. Mais c'est sûr qu'être libre, c'est-à-dire vraiment s'interroger, est-ce que ça me correspond ou ça me correspond pas. Voilà. Si je réfléchis peut-être un peu plus, je dirais avoir confiance. Voilà. Pour le coup, c'est un peu le contre-pied de ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire il n'y a pas, alors on connaît le proverbe, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts de gens. Tout est occasion de réjouissance, voilà, ou de réjouissance, ou en tout cas d'épanouissement personnel, d'occasion d'apprendre, de grandir en compétences, etc. La liberté, c'est peut-être pas le premier conseil que je donnerais, vous voyez, c'est peut-être le second par rapport à celui-là. La liberté ensuite, c'est de me dire, mais finalement, ce qui me plaît, c'est tel ou tel aspect. Or, dans le travail que je fais, c'est peu mis en valeur, alors qu'à côté, il y a peut-être quelque chose qui me correspond pas complètement, enfin, auquel je n'avais pas pensé, et en fait, où je retrouvais beaucoup plus d'éléments qui me réjouiront. Merci. Alors maintenant, si je vous pose la question dans votre domaine, quelqu'un qui s'intéresserait, j'imagine que vous croisez des jeunes qui, même aujourd'hui, même si vous n'êtes plus formateur, qui s'intéressent, qui vous souhaitent devenir prêtre, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur parlez de liberté aussi, j'imagine? Que je suis heureux. Voilà. D'accord. L'aspiration au bonheur est quand même quelque chose de fondamental. Un prêtre malheureux, ou n'importe qui d'ailleurs qui est malheureux dans son domaine, n'attire pas. Un médecin malheureux, un huissier malheureux, un chef d'entreprise malheureux, c'est pas quelqu'un qui attire. Si vous rentrez à la maison en disant j'en peux plus de ce travail, vos enfants vont vous dire c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Non, leur dire que c'est vraiment un milieu épanouissant. J'en suis vraiment heureux. Voilà, la diversité de relations et des choses. Tout à l'heure, c'est vous qui avez dit, je crois, que vous avez l'impression que j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs professions. En réalité, à la fois, ça me correspond profondément, je crois. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, je pensais être agriculteur. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de plantes, parce qu'on s'occupe d'animaux, parce qu'on s'occupe de tracteurs, donc de moteurs, parce qu'on s'occupe de gestion, parce qu'on discute, voilà, parce qu'on a le temps, parce qu'on vit à la campagne. Vous voyez, donc il y a un aspect éclectique. Voilà. C'est sûr que c'est mieux d'avoir une capacité large pour faire ce métier. Voilà. Il y a vraiment un contact avec les gens et donc une multiplicité d'activités que l'on peut faire qui peuvent peut-être donner le sentiment d'un touche à tout. Quelle évolution voyez-vous dans la fonction de curé? Et là c'est la question de délire. Est-ce que vous imaginez par exemple que des robots puissent vous assister un jour? C'est vraiment une question de délire. On a le droit de rire. Puisque c'est une question précisément de relation avec les personnes. Voilà. Alors c'est pas simplement une question de relation avec les personnes, effectivement on conduit une communauté. Donc il y a une relation à un ensemble de personnes. Mais les robots, je vois pas tellement leur place. L'évolution de curé. L'évolution de curé, je pense que c'est une évolution où il va y avoir une réduction sur l'essentiel de la tâche des activités du curé. Il y a de moins en moins de prêtres. Voilà. On sollicite et on fait découvrir d'une certaine manière, ou en tout cas on insiste sur le fait que le seul fait d'être baptisé, un feu laïque qui participe à la vie de l'Église, a des compétences à mettre au service de l'Église. Le prêtre ne fait pas tout. Il est là un peu. Il est certain que un prêtre est important ou est même essentiel pour célébrer la messe, pour donner précisément les sacrements que les chrétiens attendent qu'il leur donne, mais il fait pas tout. Vouloir que le prêtre fasse tout, c'est un travers que le pape dénonce pas mal d'ailleurs en ce moment, qui s'appelle le cléricalisme, qui peut venir du prêtre lui-même, qui peut venir aussi des fidèles qui considèrent que le prêtre est un peu au-dessus de tout le monde et qu'il a lui seul la capacité de faire les choses. C'est pas possible. D'abord, c'est pas le projet de Dieu et c'est pas possible. Et on est de moins en moins nombreux pour assurer le travail. Autrement dit, il est important de travailler avec des laïcs, de leur montrer qu'ils ont des compétences, qu'ils sont pas nécessaires, que la tâche
que je fais n'est pas nécessairement une tâche sacerdotale, qu'elle peut être assurée par n'importe qui, mais être présent, voilà. Donc, quand je disais réduire, c'est peut-être le mot est peut-être pas très encourageant. Vous voyez, se concentrer peut-être c'est mieux, se concentrer sur des activités, enfin un domaine propre, voilà, tout en étant un lien avec tous les gens qui travaillent pour l'Église. Que peut-on vous souhaiter pour la suite de votre vie de prêtre? De continuer à être heureux. Que peut-on me souhaiter? Vous pensez en termes d'entreprise, c'est-à-dire d'évolution de la carrière? Ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai pas de bien faire mon travail, hein, ça c'est sûr. D'être ce dont les gens ont besoin pour pouvoir avancer. Voilà, je suis heureux, donc je vais continuer à l'être, ça c'est clair. Je suis pas nécessaire. Si demain l'archevêque m'enlève ma tâche, j'essaierai de le vivre tout à fait librement. Voilà, et en me disant il a sans doute raison, et même si je le vois pas nécessairement. Voilà, pour me confier une autre sans doute, parce que à moins d'avoir démérité particulièrement, voilà. Donc je suis pas nécessaire pour la tâche donnée. Il y a une forme de liberté, si vous voulez. Là, ça fait déjà 6 ans que je suis curé. C'est normalement la première durée de responsabilité. Parce on a dit une durée de nomination. Vous êtes nommé pour 6 ans. On peut vous prendre avant, bien évidemment, ou pour une autre tâche, parce qu'on en a besoin. Mais a priori, c'est une forme d'engagement, vous voyez, que l'évêque prend à votre égard en disant je te laisse 6 ans quelque part, donc tu as 6 ans pour envisager quelque chose. Comme un mandat. Comme une espèce de mandat, mais vous voyez, ça a l'avantage que vous découvrez la tâche, et puis à un moment donné, vous devenez suffisamment capable de lui donner un tour personnel. Voilà, et 6 ans, c'est bien. Là, j'ai été prolongé. De 3 ans supplémentaires. Voilà, je n'espère pas durer plus. Enfin, ça fera 9 ans. Au bout de 9 ans, il faudra peut-être changer. Voilà. S'il me demande de rester encore. Après, quand on est encore prolongé, c'est encore sur une durée encore plus courte, c'est-à-dire d'une année sur l'autre. Voilà. Donc, je n'espère pas être prolongé trop, et je n'ai pas aujourd'hui de perspective précise sur ce que je pourrais faire après. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talents Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.